Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de notre séquence israélienne. Maurice Fergan et Lise Barenbaum sont là, ils ont passé l'actualité au crible et vous en proposent l'essentiel. Restez avec nous. Et on ouvre tout de suite cette édition avec les violences qui se sont poursuivies cette semaine en Israël. À Rishon LeZion, près de Tel Aviv, un homme a poignardé 3 personnes. Parmi ses victimes, une femme de 80 ans, Rachel Eisenkot. Les images de son agression ont été diffusées et ont interpellé le public. On y voit les passants enjamber la vieille dame sans la secourir, uniquement occupés à rattraper le terroriste, neutraliser les assaillants ou sauver les victimes. Eh bien, le débat agite la société israélienne. Regardez. Elle s'appelle Rachel Eisenkot. Elle a 80 ans et a été victime d'une attaque terroriste cette semaine à Rishon LeZion, près de Tel Aviv. Les images de la scène ont été diffusées et une chose saute aux yeux, personne n'est venu secourir la vieille dame après son agression. Les passants enjambent la victime comme un objet et préfèrent courir après l'agresseur. Au moins 6 personnes sont passées en courant devant la femme blessée qui gisait sur le sol. Une vidéo qui a choqué les Israéliens. Les images sont pires que la réalité, la vidéo est terrible. Au début j'étais choquée, déçue que des gens passent près d'elle et l'enjambent comme un objet. Personne ne s'est arrêté une seconde pour voir si elle avait besoin d'aide. J'étais très déçue. Ma mère m'a dit qu'elle a entendu des cris, elle a compris qu'un attentat était en train d'arriver. Tous les jeunes se sont mis à courir, mais elle ne pouvait pas. Le terroriste a été identifié, il a 19 ans et vient de la région de Hebron. Il a fait 3 victimes, un homme de 35 ans blessé sérieusement dans la rue, un autre blessé léger dans une zone commerciale et Rachel Eisenkot près d'un magasin de cosmétiques. J'étais assise dans le magasin et j'ai entendu des gens courir et hurler « Attentat, attentat !» Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je suis sortie et j'ai vu le terroriste s'enfuir avec le couteau et je ne savais pas quoi faire. Je suis rentrée dans le magasin, j'ai fermé la porte à clé, le terroriste est rentré dans le magasin d'à côté et il a poignardé quelqu'un. Des dizaines de policiers ont dû protéger le terroriste palestinien d'une foule en colère qui a tenté de le lyncher. Sur l'enregistrement vidéo d'un téléphone portable, on voit une poignée d'individus crier « Pourquoi est-il toujours en vie ?» et « Mort aux Arabes ». J'entendais les gens crier « Terroriste, terroriste, tuez-le, matraquez-le, jetez-vous sur lui ». C'est terrible, c'est comme regarder notre société d'en haut et se demander ce que nous sommes devenus. Il y a 2 semaines, on a vu ce qui est arrivé à Be'er-Sheva, c'était terrible. Là, les gens ont sauté par-dessus ma grand-mère. Ils n'y ont pas fait attention. Ça ne compte pas que ça ait duré 10, 15 ou 30 secondes. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, il faut l'aider. Nous lui parlons beaucoup pour qu'elle aille mieux. Elle a 6 enfants et 17 petits-enfants. Nous restons à l'hôpital, nous sommes très proches. Les victimes sont aujourd'hui hospitalisées à l'hôpital Assaf Harofé près de Rishon LeZion. Leur état s'est amélioré. Ils sont aujourd'hui dans un état de santé stationnaire. Alors Lise Barenbaum, on le voit dans le reportage, la petite fille justement de la victime parle d'un incident similaire à Be'er-Sheva. Que s'est-il passé exactement? Alors c'était le mois dernier, il y a eu un attentat à la gare routière de Be'er-Sheva et un ressortissant érythréen qui se trouvait là a été confondu par la foule avec le terroriste. Donc on lui a tiré dessus, puis il a été attaqué par la foule. Il y a eu des images extrêmement violentes qui ont été diffusées en Israël et ça a suscité énormément le débat ici, d'autant que l'homme a succombé à ses blessures. Comment vous expliquez l'attitude des Israéliens, Maurice Fergan? Écoutez, nous sommes dans une situation un peu exceptionnelle. Il faut savoir qu'il y a des attentats qui se succèdent tous les jours depuis maintenant plus d'1 mois. Les Israéliens sont sur les nerfs. Le problème aussi, c'est qu'on a affaire à des actes terroristes qui sont des actes individuels. Porter assistance à la victime qui est par terre. Là, on est effectivement, là, on est devant un problème. Il n'y a personne qui s'est arrêté une seconde pour voir qu'elle est. C'est vrai que c'est condamnable, mais il faut se remettre dans le contexte. Je veux dire, lorsqu'on se trouve pris dans un attentat, les individus ne réagissent pas de la même manière, surtout lorsqu'on se trouve dans un contexte général. Ça fait plus d'1 mois et dans un état de panique, alors il faut comprendre ce type de comportement qui est regrettable et aussi condamnable. Oui, vous vouliez aussi nous parler de la presse française qui fait un parallélisme entre les victimes et les terroristes. Oui, j'ai lu des articles cette semaine dans Libération, notamment celui-là daté du 3 novembre. Israël, l'intifada des couteaux continue, les lynchages aussi. Alors, bien sûr, les actes de vengeance sur ces terroristes sont inadmissibles, surtout quand le terroriste ne présente plus de danger. Mais le parallélisme est aussi insupportable pour les Israéliens. Je vous cite le quotidien Libération. Lundi, les habitants de Rishon LeZion ont tenté de lyncher en pleine rue un jeune Palestinien originaire de Hebron qui venait de poignarder 3 personnes, dont une femme âgée de 80 ans. Là, c'est évident que le journaliste ne fait pas la part des choses entre qui est agressé et qui est agresseur. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a de la mauvaise foi dans cet article, mais il
y a une certaine malveillance en mettant les deux, l'agresseur et l'agressé, sur le même plan. C'est vrai que c'est hallucinant de titrer ça. Puis il y a un deuxième titre aussi, hein, pareil, dans la même veine. À peu près, oui. Libération du 2 novembre, titre « En Israël, les soldats ont la gâchette un peu trop facile ». Alors vous voyez, le quotidien écrit « Depuis le 1er octobre, date du déclenchement de l'intifada des couteaux, 10 Israéliens ont été tués lors d'attaques à l'arme blanche et 60 Palestiniens ont perdu la vie parce qu'ils assaillaient des militaires ou des civils, tentaient de le faire ou étaient soupçonnés de vouloir passer à l'action. Là encore, un parallélisme entre les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes qui, d'un point de vue israélien, est difficilement acceptable. Mais ce qui est pire dans ce même article, c'est que le journaliste met en cause les enquêtes menées par l'armée sur ce type d'incident en disant finalement la justice militaire enquête sur plusieurs autres morts de Palestiniens. Ces investigations permettent de couper l'herbe sous le pied de l'autorité palestinienne qui menace de porter ces crimes à la connaissance de la Cour pénale internationale. C'est manquer de confiance dans l'armée qui mène des enquêtes généralement très précises et pointues pour savoir quelles étaient la cause des morts de ces terroristes. Alors on va passer tout de suite à un autre sujet. Israël qui lutte contre l'étiquetage de ses produits. La Commission européenne a pour projet d'adopter cette mesure pour les produits israéliens fabriqués dans les territoires. Un projet qui suscite l'indignation du gouvernement israélien. D'autant que la mesure mettrait au chômage des centaines de Palestiniens qui travaillent pour les entreprises israéliennes. Regardez. Israël dénonce le projet européen d'étiqueter les produits en provenance des implantations. Une décision qui reviendrait à boycotter ces produits et qui, selon Israël, menacerait les tentatives de paix. Toute personne qui veut vraiment voir un Moyen-Orient calme, un Moyen-Orient qui possède des chances pour la paix, doit encourager l'économie israélo-palestinienne commune. C'est la raison pour laquelle ce lieu est un symbole de notre capacité à coexister pacifiquement. L'adoption de cet étiquetage devrait être décidée par la Commission européenne pour les biens venant de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du Golan. La ministre adjointe des Affaires étrangères, Tzipi Otoveli, a déclaré qu'elle se rendrait en Europe pour convaincre les Européens de renoncer à ce projet. La Commission européenne planche sur ce dossier depuis 2012. À cette époque, un projet sur l'étiquetage des produits en provenance des implantations avait déjà été décidé. Les producteurs palestiniens attendent la mise en œuvre de cette décision avec impatience. Les producteurs israéliens contrôlent environ 60% du marché des produits laitiers dans les territoires palestiniens. Je parle de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le reste du marché, c'est-à-dire 40 ou 45% de la production, est réservé aux producteurs palestiniens. Mais après le boycott, je pense que notre part du marché a dépassé le seuil de 60 à 65%. La Commission délivrerait ses instructions à l'industrie alimentaire et à la distribution, par exemple sur le texte à inscrire sur les étiquettes des produits concernés. Du côté européen, on assure qu'il ne s'agit pas d'un boycott, ce qui n'est pas de l'avis de la ministre adjointe des Affaires étrangères israélienne. Le ministère des Affaires étrangères entamera une bataille contre l'idée de l'étiquetage. Étiqueter, disons les choses, clairement, c'est purement et simplement boycotter Israël, l'État d'Israël. Côté israélien, le gouvernement dit ne faire aucune différence entre le traitement des produits venant des implantations et du reste d'Israël. Le boycott des produits sélectionnés par l'Union européenne porterait par contre un grand préjudice aux travailleurs palestiniens embauchés par Israël. Étiqueter ne veut pas nuire à l'économie d'Israël. En fait, vous allez nuire à plus de 10 000 familles palestiniennes, parce que ces gens vont perdre leur emploi. Alors Lise Barenbaum, la classe politique en Israël a réagi violemment à ce projet d'étiquetage. Oui, le Premier ministre, notamment Binyamin Netanyahou, qui a comparé cette volonté d'étiquetage aux discriminations nazies, mais aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui a suggéré ironiquement à l'Europe d'accoler une étoile jaune aux produits israéliens. Et puis Yair Lapid, l'ancien ministre des Finances, qui a parlé de pur et simple boycott. Ouais, ça concerne beaucoup de produits, Lise ? Non, en fait, ça représente que 1,5% des produits israéliens qui sont importés par l'Union européenne. Donc la balance commerciale ne serait pas vraiment impactée. Par contre, il y a un problème d'image, puisqu'on pense qu'il y aurait une délégitimisation d'Israël, puisqu'on ne ferait plus le distinguo entre Israël et les implantations. D'ailleurs, Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition en Israël, a dit que ça ne ferait que renforcer la haine et récompenser le terrorisme. Ça s'apparente quand même à du boycott, Maurice Fergan, non ? Écoutez, pour résumer, on pourrait dire que ça a le goût du boycott, ça a la couleur du boycott, mais ce n'est pas du boycott, il s'agit, selon les Européens, d'une simple mesure technique. C'est quand même une mesure punitive, non ? C'est une
une mesure, disons, qui fait preuve de la mauvaise volonté, de l'attitude des Européens qui est très mal à l'aise en ce moment avec ce qui se passe dans la région. Mais ce n'est pas vraiment du boycott, ça peut le devenir à terme. C'est-à-dire qu'en étiquetant les produits, c'est vrai qu'une chaîne de supermarchés va hésiter à commander, par exemple, plusieurs tonnes d'avocats qui vont lui rester sur les bras parce que les clients hésiteront à les acheter. C'est un sujet qui divise les Israéliens. Depuis des années, l'ouverture d'un casino à Eilat est devenue une véritable question politique en Israël. Si certains politiciens sont pour, d'autres groupes, notamment religieux, s'y opposent fermement. Pourtant, le complexe pourrait rapporter beaucoup d'argent à la région. Le reportage tout de suite. Eilat va se transformer en petit Las Vegas. Un comité interministériel s'est réuni pour examiner la possibilité d'installer un casino dans cette station balnéaire du sud d'Israël. Une décision à l'étude depuis 20 ans. Nous avons étudié de façon intensive la question des casinos dans le monde et leur implication économique et sociale. Comment réduire les effets secondaires négatifs et comment améliorer les effets positifs. Nous en sommes arrivés à la préparation de toutes les questions législatives. Une réunion convoquée par le ministre du Tourisme israélien Yariv Levin à la demande du Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est tenue. Des représentants des ministères du Transport, de la Justice, du Budget, de l'Intérieur et de l'Économie étaient présents. J'ai accordé mon soutien à la construction de casinos en Israël et il est prouvé que les casinos favorisent le tourisme. Je suis convaincu que les casinos en Israël auront un effet d'entraînement sur la croissance. Pour le ministre du Tourisme, 3 aspects sont prioritaires: le coût financier du projet, la légalité du casino et l'attraction touristique du site. Tout le monde va en bénéficier, les commerçants, les hôtels et même les escort girls. Le projet inclut un casino, mais aussi des hôtels et des attractions touristiques dans ses alentours. Un palais des congrès qui accueillera entre autres des concerts, un centre commercial et des installations sportives devraient aussi être érigés. Le gouvernement souhaite attirer des investisseurs privés pour la construction des hôtels. L'État prendra lui en compte la sécurité du site. Une décision politique qui ne fait pas l'unanimité. La décision de construire un casino est une décision politique dans tous les sens du terme. Et les partis religieux n'ont pas apprécié cette idée. Il ne sortira rien de bon des casinos. C'est un méga attentat social qui détruit les familles et les parieurs. Il faut s'y opposer fermement. Et nous y opposons et il n'y aura pas de casino en Israël. Le site choisi est sur l'aéroport actuel d'Eilat, qui sera quant à lui déplacé à Timna. L'âge des joueurs devrait être restreint. Seuls les citoyens israéliens âgés de plus de 21 ans devraient être autorisés à y entrer. Les sommes jouées devraient aussi être limitées. Les Israéliens pourraient alors être équipés de cartes préchargées en argent. Une unité de police spéciale sera aussi déployée pour empêcher les criminels d'entrer sur le site. Toutes les études, et il y en a des dizaines et des dizaines, montrent une augmentation drastique de la délinquance après la création des salles de jeu et une baisse conséquente des revenus à l'exportation et une détérioration importante des cellules familiales ainsi qu'une multiplication des suicides. La décision du ministère du Tourisme devrait tomber d'ici 2 mois avant qu'un projet de loi ne vienne définir tous les contours légaux du projet. Mais dites-moi, Lise Barenbaum, jusqu'à présent, les Israéliens joueurs, ils allaient où? Alors, ils allaient soit à Jéricho, en Cisjordanie, où il y avait un casino jusqu'à 2004, qui a été fermé depuis, soit ils allaient sur la côte égyptienne, soit, subterfuge étonnant, ils prenaient des bateaux au départ d'Eilat qui allaient dans les eaux internationales. Comme ça, ils pouvaient jouer en toute liberté. En tout cas, cette question de casino, c'est pas la première fois qu'on en parle. Ça revient régulièrement. Ça fait à peu près 30 ans que j'en parlais de la création d'un casino en Israël. Alors, on a évoqué la création d'un casino dans le désert pour justement éviter les méfaits sociaux. Ça marche pas. Pourquoi? Il y a une opposition, vous l'avez vu, des religieux, mais aussi surtout parce qu'ici on a la loterie nationale qui gagne énormément d'argent avec le jeu national organisé et qui permet aussi, il faut le dire, de subventionner des centres de sport ou des écoles publiques. Lise, en bref, cette semaine, une bonne nouvelle pour les Israéliens. Oui, le ministre de l'économie, Aryeh Deri, a fait passer une loi importante. Désormais, les Israéliens auront 12 jours de congés payés et plus 10. Donc on se rapproche de la moyenne de l'OCDE qui se situe entre 15 et 20 jours. Oui, ben voilà, on va y arriver. Maurice, on va finir cette séquence Israel Inside avec beaucoup d'émotions parce qu'Israël a perdu un de ses présidents emblématiques. Une triste nouvelle, effectivement, un président emblématique. C'était, disons, on pourrait presque dire d'Yitzhak Navon que c'était une occasion ratée, ce président.
ans, puisqu'il a été président de 78 à 83. Il s'est désisté d'un second mandat lorsqu'il a décidé de prendre la direction du Parti travailliste. Sauf qu'à ce moment-là, Shimon Peres et Yitzhak Rabin ont conclu une alliance et donc il s'est encore désisté face à Shimon Peres pour prendre finalement une position en retrait. C'était un homme de paix, un homme de dialogue, un homme qui connaissait bien le monde arabe et qui parlait l'arabe, qui parlait aussi le ladino et qui parlait l'espagnol et l'anglais et le français. C'est un homme de culture remarquable et c'est aussi un écrivain et un homme de théâtre. Il a d'ailleurs fait une pièce de théâtre qui s'appelle Boustan Sefarad. On va la regarder, qui est dans tous les cœurs des Israéliens puisqu'elle Elle montre la culture de la communauté séfarade à Jérusalem au début du siècle. Allez, on va se quitter sur ces belles images. Lise Maurice, merci pour ce tour d'actualité. Restez avec nous, midi ensemble, ça continue.